Voilà, bonjour, heureux de vous retrouver ce matin pour cette troisième session de notre cycle dédié au télétravail qui est organisé avec le cabinet Télétravail Durable qui est membre de la CCI France-Suisse. Une troisième session dédiée à un sujet d'actualité. Vous avez peut-être vu dans la presse les derniers événements, notamment aux États-Unis. On y reviendra un petit peu tout à l'heure, certainement. Donc la cybersécurité, un thème à la mode et un thème vraiment d'actualité. Et aujourd'hui, un thème qui est décliné sur la cybersécurité plus que jamais. L'affaire de tous. C'est vrai qu'on parle souvent de technologie, mais ce sont aussi les comportements de chacun qui influent la cybersécurité qu'on peut connaître dans nos entreprises. Alors, cette session est enregistrée naturellement, comme elle l'est chaque semaine, donc elle sera disponible en replay. Et puis, vous avez la possibilité tout au long de la session de poser des questions au travers de la box qui est en bas de votre écran, questions et réponses. Et on prendra ces questions à la fin des interventions qui auront lieu aujourd'hui. Alors, un premier intervenant avec nous, monsieur Christian Agroum. Monsieur Agroum est titulaire d'un DESS en gestion et politique de sécurité. Il est également titulaire d'un master en cybercriminalité. Il a fait une longue carrière dans la police nationale en France, et où il a accédé au rang de commissaire divisionnaire en 2006, avec un poste de chef de l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication. Et à ce titre, il représentait l'État français auprès d'instances telles que Interpol, Europol, la communauté européenne ou encore le Conseil de l'Europe. Monsieur Agroum est un expert reconnu au niveau international, aussi bien au niveau des entreprises qu'au niveau des institutions et des associations. Et nous sommes heureux de pouvoir compter sur son expertise ce matin. Et sans plus attendre, je vais lui passer la parole. Je vous souhaite un excellent webinaire et on se retrouve tout à l'heure. À vous, Monsieur Agroum. Merci, Monsieur Duriez. Bonjour à tous. Écoutez, je suis très fier d'être parmi vous ce matin. Très honoré par votre présentation. On va commencer sans perdre de temps. Slide suivant. Donc, tout d'abord, on va rappeler en quelques mots de quoi on parle. La cybersécurité, ce n'est pas que la sécurité informatique. C'est un domaine qui concerne l'ensemble de la sécurité des systèmes d'information, c'est-à-dire tout à la fois l'informatique, bien sûr, dans le monde qui nous unit actuellement. L'informatique est au cœur de toutes nos activités, mais également le papier, la téléphonie. Voilà. Donc, il faut remettre ça dans un contexte global pour bien le comprendre. Et en matière de télétravail, vous verrez combien c'est important. Ça repose sur trois piliers, comme tous les systèmes de management, sur de l'organisation, de la technique et du capital humain. La cybersécurité, ce n'est pas que de la technique, c'est aussi de l'organisation et c'est surtout du capital humain. Et puis la cybersécurité, elle repose, elle, sur 4 critères qui sont essentiels et nous l'avons vu à travers la crise que nous avons traversée et nous allons continuer à le vivre d'ailleurs avec le développement du télétravail. Ces 4 critères sont la disponibilité, il faut pouvoir accéder aux données, la confidentialité, il faut qu'une information qui est transmise ne soit pas visible par le monde entier. Il faut que ces données conservent leur intégrité, d'accord ? Il ne faut pas qu'on puisse modifier les données au passage. Et puis, il faut que le dispositif, le système, soit auditable, soit traçable, c'est-à-dire qu'on puisse vérifier et se vérifier les uns les autres, hein, s'auditer les uns les autres, ou bénéficier de tiers de confiance à travers des certifications, comme par exemple la certification ISO 27001 ou d'autres types de certifications gouvernementales qu'on peut connaître en fonction des pays ou des secteurs géographiques dans lesquels on travaille. Slide suivant. Alors, on s'est retrouvé donc dans cette situation de crise qui est la crise sanitaire, la crise de la Covid-19 ou du Covid-19, sur la maladie ou du virus. Et cette crise sanitaire est très à même de mieux nous aider à comprendre les problématiques de cybersécurité. Pourquoi ? Parce que le langage que l'on utilise en cybersécurité, c'est un langage sanitaire. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. On parle de transmission, on parle de virologie. On a des virus qui s'échangent les uns les autres. Pourquoi ? Tout simplement parce que il n'y a pas de cybervirologie s'il n'y a pas de contact. D'accord ?
Donc, si un ordinateur n'est pas en contact avec le monde extérieur, soit à travers un réseau, quel qu'il soit, que ce soit filaire ou que ce soit numérique, ou à travers un contact grâce à une clé USB, ou à travers un Wi-Fi, eh bien, votre ordinateur ne sera jamais infecté. On dirait que c'est une machine à écrire ou une machine à calculer dans ce cas-là, mais il ne sera jamais infecté. Voilà. Et de même, dans une crise sanitaire, on a bien vu que la distanciation et tous les effets de protection nous permettent d'éviter cette connexion entre les gens et donc les effets de limiter donc les effets du virus. La crise a créé donc un effet de sidération au-delà. Cet effet de sidération a conduit à une approche souvent mal à propos de l'utilisation des réseaux informatiques, tout simplement parce que dans la plupart des cas, le télétravail a été subi, n'a pas été choisi. Rares étaient les entreprises qui pratiquaient en masse, hein, j'entends bien en masse, hein, le télétravail. Il a fallu du jour au lendemain s'adapter. On était dans un état d'effet tel que l'anticipation n'était pas organisée, donc absence d'anticipation. Les outils n'étaient pas adaptés. Il faut des outils qui soient en conformité avec le besoin de télétravail. On recourait sans analyse de risque à de nouveaux logiciels, tout particulièrement parce que les entreprises se sont trouvées dans la situation où on peut aller sur étagère, télécharger des nouveaux logiciels et puis les implanter dans l'entreprise. Et on a vu les effets que ça pouvait donner, comme par exemple l'utilisation de certains outils d'échange et de médias qui n'étaient pas suffisamment sécurisés, qu'on posait dès le début de la crise des problèmes de sécurité énormes et laisse encore des traces d'ailleurs dans l'imaginaire ou dans la réalité de difficultés d'échange. Et puis, on a vu que cela conduisait à des échanges mêlés entre des usages professionnels et des usages personnels, avec alors un double facteur. Le premier facteur, c'est ce qu'on appelle le BIOD, le Bring Your Own Device, c'est-à-dire l'utilisation des outils personnels dans le cadre d'une utilisation professionnelle. Et inversement, on voit apparaître de plus en plus l'utilisation d'outils professionnels à des fins personnelles. On ramène un outil professionnel à la maison et on oublie que c'est un outil professionnel et qu'on ne peut pas se permettre tous les usages personnels qu'on doit dédier à son informatique, son outil personnel. Et puis, en parallèle, on a vu une montée en puissance des cyberattaques. Ces cyberattaques, elles ont surfé sur justement cette absence d'anticipation, ces outils non adaptés, tout particulièrement des attaques en ransomware, nous rappelant que les cybercriminels sont comme tous les criminels, ils profitent de l'effet d'aubaine et que cet effet d'aubaine est accentué par le fait qu'il n'y a pas de cybercriminalité sans cyber-insécurité. D'accord? Donc, si on est dans des dispositifs insécures, dans lesquels la sécurité est inférieure à ce qu'elle devrait être, c'est une voie de pénétration pour des cyberattaques en masse. Slide suivant. Voilà une petite blagounette qui nous rappelle justement tous les éléments que j'ai cités jusqu'à présent. Vous voyez ce hacker au milieu des données qui se comporte comme ce qu'on appelle un man in the middle, l'homme au milieu. Il va pouvoir lire vos données, il va pouvoir intervenir, il va pouvoir se faire passer pour vous. Il va donc vous hacker, non pas nécessairement pour nuire à l'état de votre entreprise, mais tout simplement pour voler des données, en tout cas pour en faire des copies serviles, dont parfois vous ne vous rendrez même pas compte de cette attaque. Donc, de l'intérêt d'avoir des outils dont la cybersécurité est au meilleur niveau. Slide suivant. Alors, cette augmentation des cyberattaques, on l'a constaté, hein, ce n'est pas un effet, c'est pas une estimation comme ça au dos mouillé. Vous pourrez les retrouver sur deux sites en particulier vont vous aider. En Suisse, on peut aller sur le site de Mélanie, qui est le Centre national de cybersécurité de la Confédération. Et vous voyez sur cette courbe qui est face à vous, là sur la gauche, la montée en puissance donc, des cyberattaques et son maintien sur un plateau pendant pratiquement toute la deuxième phase, pendant la deuxième vague de la crise sanitaire. C'est tout à fait courant, cohérent. Je vous l'ai dit, la crise profite
aux criminels de tout poil, et en l'occurrence aux cybercriminels, en ce qui nous concerne. Mélanie rappelle d'ailleurs à cet effet que cette courbe est certainement dans la réalité supérieure parce qu'elle ne tient compte que des attaques qui ont été signalées et qu'il y a un chiffre noir considérable d'attaques qui ne sont pas signalées par les victimes, qui ou ne déposent pas plainte ou ne le signalent pas et arrivent à gérer la situation par elle-même. À droite, vous voyez donc là une étude qui a été menée par le Césin, c'est le club avec le Césin et le club des enquêtes des RSSI, des responsables de la sécurité des systèmes d'information français tout particulièrement, et francophones de manière plus générale. Vous voyez que juste au début de la crise, 4 entreprises sur 10 se disent préparées en cas de cyberattaque de grande ampleur. Seulement 4 entreprises sur 10. C'est ça qui est important à retenir. C'est que ça veut dire que plus de 60% des entreprises n'étaient pas prêtes à une cyberattaque de grande ampleur. Voilà. Ce qui rejoint donc l'état que je décrivais, l'état de sidération face au début de la crise, qui dans certaines entreprises est toujours constant. Hein. Certaines entreprises ne sont pas encore mises à niveau, malgré pratiquement un an de Covid-19. Slide suivant. Alors, on se trouve dans un effet de ciseaux, une combinaison de facteurs. D'un côté, quand cette crise Covid-19, elle apparaît en pleine transformation digitale. On est dans un monde qui se transforme, dans un monde qui recourt au cloud de plus en plus, dans un monde dans lequel, par la transition vers le cloud, on recourt à des applications en mode distant, en mode PaaS, en mode SaaS, qui sont donc des applications que l'on télécharge sur étagère et que l'on intègre directement dans l'environnement informatique de l'entreprise, sans parfois passer par les fourches codines nécessaires de la direction informatique de l'entreprise et surtout de son responsable de sécurité des systèmes d'information. Voilà, donc ça crée un premier effet. Face à cet effet-là, qui est un effet de mode, hein, de changement, de transformation digitale, de révolution numérique. On est dans une vraie période de révolution numérique à l'heure actuelle, et la crise du Covid-19 a marqué un temps de montée en puissance encore de cette révolution, puisque un plus gros recours au télétravail est constaté, donc à la nécessité de cybersécuriser. Mais malheureusement, en face, on se rend compte que les entreprises sont, pour nombreuses d'entre elles, en baisse d'activité, qu'il faut faire des choix budgétaires, et que dans les choix budgétaires que l'on impose souvent aux entreprises, un des premiers choix est de limiter tous les postes de charge dont le retour sur investissement n'est pas clairement établi. S'il y a bien un élément qui n'est pas clairement établi, c'est souvent le retour sur investissement de la sécurité et de la cybersécurité. On a du mal à comprendre, et pour cause, comment, si on n'avait pas sécurisé plus ou moins, on serait dans le même état ou non de sécurité. Donc ça pose des choix budgétaires. Dans ces choix budgétaires, on voit souvent une réduction également du volume des formations, et le facteur humain étant tellement important dans la cybersécurité, à travers l'acquisition de ce qu'on appelle l'hygiène informatique, c'est-à-dire apprendre les bons gestes qui évitent de commettre des erreurs et qui évitent de renforcer la cyber-insécurité de l'entreprise. Donc, la réduction des formations et des sensibilisations a un effet aggravant sur la cyber-insécurité de l'entreprise. Et puis, du coup, ça a conduit au début de la crise, souvent au choix de solutions très rapides qu'on a tendance à qualifier de quick and dirty, parce que bien sûr qu'elles sont rapidement mises en place, mais elles ont un effet qui n'est pas aussi efficient qu'on cherche à l'avoir, confère le choix de certains médias de communication qui présentaient des failles de sécurité énormes au début de la crise Covid-19 avant d'être mises à niveau ou mises à niveau sur les applications professionnelles en tout cas. Suivant. Alors, voilà 3 aspects donc, sur lesquels on doit insister. Les aspects purement techniques, donc l'organisation globale du système d'information et le renforcement, le hardening du système d'information, avec une sécurisation des postes de travail, tout particulièrement
des ordinateurs portables qui sont transportés par les employés, les collaborateurs, surtout du secteur tertiaire, bien évidemment, avec un chiffrement au moins de surface, et puis l'utilisation de VPN, de Virtual Private Network, qui sont des outils, qui sont des tuyaux qui permettent de sécuriser la liaison entre un ordinateur et un serveur distant. Le choix de plateformes médiatiques adaptées, elles ont toutes bien évolué depuis le début de la crise. Il y a une multiplicité d'outils qui sont mis à disposition. L'intérêt étant de choisir un outil pour l'entreprise et pas multiplier les outils au sein de l'entreprise, d'une part, et d'autre part, de choisir un outil avec une vocation professionnelle et non pas de démultiplier les petits outils personnels. Et puis, le recours au cloud extérieur ou non, ça c'est un choix à faire au sein de l'entreprise, éclairé par une analyse de risque en fonction de la nature de l'entreprise et de sa vocation. Plus elle se rapproche d'obligations légales fortes ou plus elle se rapproche de besoins proches de la défense, de la sécurité, des choses comme ça, moins on ira vers le cloud ou plus on ira vers des clouds hybrides en tout cas. Des aspects managériaux, notre manière de gérer ses collaborateurs, ça c'est important, on ne gère pas ses collaborateurs de la même manière qu'en distanciel, ce qui a souvent été un frein au télétravail, ce qui est toujours un frein et qui impose dans pas mal d'entreprises les collaborateurs à revenir travailler en interne et non pas en distanciel. Voilà, c'est vraiment une manière différente, on ne gère pas son monde de la même manière, il y a une plus grande responsabilisation des collaborateurs. Et surtout, il faut bien comprendre que le télétravail l'a prouvé, les gens travaillent tout autant, voire plus, en télétravail dès lors qu'ils se sentent responsables. Le flou, qui est facteur d'insécurité, donc c'est bien, le télétravail doit reposer sur une succession de guides, de règlements internes, de politiques à jour, la politique de sécurité des systèmes d'information, les chartes d'utilisation des matériels distants, les chartes de télétravail. Voilà autant d'éléments qui sont importants. Ils sont d'autant plus importants en cybersécurité qu'ils imposent une révision, une adaptation de procédures, mais de manière transversale. Hein. Ça se travaille avec la direction juridique, avec les ressources humaines, avec l'ensemble des ressources techniques, avec le métier également. On ne sort pas d'un cerveau aussi brillant soit-il de sécurité ces notes et ces politiques internes. Il faut vraiment qu'elles soient combinées au sein de l'entreprise et admises et comprises par tout le monde. Et puis les aspects humains, je les ai déjà évoqués. Donc l'hygiène informatique, les sensibilisations en hygiène informatique est particulièrement nécessaire pendant cette période de télétravail subi, mais indispensable pourtant. La sensibilisation, la formation à tous les niveaux. Alors attention, en matière de cybersécurité, les formations continues sont indispensables. On est face à des nouvelles technologies qui sont en réalité des toujours nouvelles technologies qui évoluent considérablement. Là, bientôt, on va passer à la 5G. Ça va imposer d'autres formes de sécurité et d'autres ouvertures à des risques nouveaux à travers l'Internet des objets. Voilà. Et puis, derrière tout ça, un entraînement à la crise. Ce n'est pas parce qu'on a subi la crise qu'on n'est pas confronté à des crises nouvelles à venir. On en aura de plus en plus. On est dans un monde en plein bouleversement. On a des crises terroristes, on a des crises de tout poil qui nous pendonner. Donc, toutes ces crises de sécurité qui imposent des contraintes de sécurité doivent être encadrées par des simulations, par la mise à jour des plans de continuité d'activité des entreprises. Et en ce qui nous concerne en matière d'informatique, d'informatique et de sécurité des systèmes d'information, par des plans de reprise d'activité qui complètent à ce niveau-là le plan de continuité globale d'activité. On poursuit. Voilà, donc en conclusion, l'approche est transversale et nécessaire. On ne peut pas, c'est terminé, cette sécurité isolée qui décide de tout. Ça, c'est la sécurité à papa dans les années 60, c'est fini. La sécurité, elle doit être orientée business, c'est le seul moyen pour elle de concourir à la montée en puissance des compétences de l'entreprise et de ses capacités. Elle doit être orientée, cette cybersécurité, vers une vision durable, parce que ces aspects économiques, sociaux, environnementaux doivent répondre aux besoins du présent, bien sûr. On le voit dans la manière dont on a des choix techniques, mais elles doivent également ne pas compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins, ce qui est la définition même de l'environnement durable. Et puis ces choix techniques
combine à la fois la mobilité et la flexibilité des entreprises. Voilà, donc on a cette double contrainte, assurer la pérennité de l'entreprise, sa mobilité, sa flexibilité, avec des outils d'une technicité élevée et qui soient facilement utilisables par l'ensemble des utilisateurs. Suivant. Donc, à la croisée des chemins, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver que le télétravail n'est pas uniquement une vocation d'un travail à domicile, et c'est ce qui va amener l'évolution dans les années prochaines d'ailleurs du télétravail. Ce n'est pas uniquement je travaille chez moi, on a vu les difficultés que ça pouvait représenter, mais je peux également travailler dans un espace de coworking, je peux travailler en déplacement. Là, je vous parle, je suis dans une chambre d'hôtel, là, puisque je suis en déplacement professionnel à l'autre bout de la France, en l'occurrence. Donc, vous voyez qu'on a cette obligation de considérer le télétravail de manière globale et de le sécuriser donc de manière globale. Voilà, sachant que si la plupart des collaborateurs privilégient le domicile, c'est certainement parce qu'ils n'ont pas le choix, c'est la solution la plus simple. Les entreprises iront certainement vers des propositions d'organisation de télétravail en espace de coworking pour éviter des déplacements inutiles, par exemple, ou simplifier la vie de leurs collaborateurs, qui a l'idée de faire 1h30 de transport tous les jours le matin et autant le soir pour aller travailler, alors qu'on pourrait travailler dans un espace de coworking à proximité, en tout cas dans le secteur tertiaire et en tout cas dans pas mal d'entreprises. Voilà, donc c'est un effet d'aubaine social et environnemental qui ne peut, comment dire, aboutir qu'à travers une sécurisation globale du dispositif. Suivant. Je vous ai mis là les sources que j'ai citées et je vous remercie pour votre écoute et je cède donc la parole à notre interlocuteur suivant, M. Mayor. Merci beaucoup, Monsieur Agroum. Merci pour cette vision transversale, complète des enjeux et des défis. On va effectivement passer maintenant la parole à Monsieur Hugues Mayor, qui est diplômé de l'Université de Lausanne, qui a plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de l'assurance ici en Suisse et qui est aujourd'hui liability expert au sein du cabinet IBC, cabinet IBC qui est membre de la Chambre, qui est un des premiers courtiers en assurance ici en Suisse. Monsieur Mayor, on vous passe la parole. La présentation de M. Agroum. Je n'ai pas énormément de choses à ajouter par rapport à sa présentation, qui était excellente. Si vous voulez, c'est vrai que la cybersécurité est un enjeu très important, qui a peut-être été, qui a sans doute été passé un tout petit peu en deçà cette année du fait d'autres priorités. Comme le Covid essentiellement. D'ailleurs, c'est vrai que si on regarde par exemple le rapport du Risk Economic Forum 2020, c'est le risque environnemental qui prend le dessus, alors que dans les années précédentes, le risque technique a toujours été dans le top 5, hein, que ce soit les cyberattaques ou la fraude, etc. Donc, on a observé effectivement cette année un petit retrait du fait de la nécessité d'ouverture de flexibilité des entreprises qui ont dû s'adapter très rapidement au télétravail. Et effectivement, c'est vrai qu'on a vu une augmentation des attaques par rapport au passé. Mais je pense qu'effectivement, la cybersécurité va demeurer, reste essentielle parce que, comme a dit M. Agroum, les gens vont continuer à télétravailler, les attaques vont continuer à être effectuées. On a une évolution aussi réglementaire, que ce soit avec la communauté européenne ou la Suisse, pour des réglementations et des responsabilités plus étendues pour les entreprises et leurs conseils d'administration par rapport à la loi sur la protection des données. Et puis finalement, l'évolution technologique en général, que ce soit l'intelligence artificielle, le blockchain ou l'Internet des objets. Donc, je pense qu'effectivement, cette année, peut-être
les entreprises ont eu un petit peu, entre guillemets, faux. Il y avait d'autres budgets à consacrer à d'autres choses. Mais je pense qu'effectivement, cette crise a aussi démontré la nécessité de repenser sa sécurité informatique dans son ensemble, avec l'accès à distance des travailleurs, avec le respect des lois sur la protection des données et avec l'ensemble de nouveaux procédés de travail qui sont, malgré nous, indispensable pour le bon fonctionnement de notre entreprise, hein, que ce soit par exemple l'accès au son, que ce soit l'accès à la vidéoconférence sur Zoom, etc. Voilà, toujours le lien entre sécurité et flexibilité qui doit être bien pensé. Merci beaucoup, Monsieur Mayer, pour cette réaction à la présentation de Monsieur Agroum. Je crois que Monsieur Agroum avait aussi quelques questions à vous poser directement, aussi liées à votre activité. Monsieur Agroum, est-ce que vous voulez prendre peut-être la parole sur ces questions? Oui, oui, tout à fait. Non, c'était en fait la cyberassurance est comment dire, est un outil qui existe depuis quelques années, qui est plus ou moins également utilisé par les entreprises. Et je voulais avoir justement le retour d'expérience de M. Mayor sur le développement de la cyberassurance et l'intérêt de ce type de produit en matière de télétravail. Alors, écoutez, pour être tout à fait franc, la cyberassurance, c'est un marché qui existe depuis une dizaine d'années. Moi, j'ai fait ma première conférence là-dessus en 2012 ou 2011, je ne sais plus, avec comment dirais-je, avec beaucoup d'intérêt, mais sans beaucoup de conclusions. C'est vraiment sur les 3-4 dernières années qu'on a vu une augmentation. On a eu pas mal de demandes ces dernières années, en tout cas cette année, mais c'est effectivement quelque chose qui devient auquel les entreprises s'intéressent. Je pense qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles les entreprises s'y intéressent. Vous avez noté aussi dans votre présentation que il fallait faire appel à des experts en cas de crise, donc tout ce qui est Business Continuity Plan, Management Plan. Et si vous voulez, lors une partie intéressante de ce produit est de couvrir tout ce qui est les frais de gestion de la crise, c'est-à-dire les différents experts IT, conseillers juridiques, conseillers communication, éventuellement mise en place d'une hotline. Et c'est sûr que toutes les entreprises n'ont pas les moyens de réfléchir à l'avance et de prendre ça. Donc ça, c'est un des aspects très importants par rapport aux frais de gestion de la crise. Après, effectivement, il y a la couverture dommages propres, c'est-à-dire la perte d'exploitation, frais de reconstitution des données, plus les réclamations de tiers ou dont les données auraient été piratées ou d'entreprises auxquelles vous auriez communiqué un virus, infraction à la loi aux lois réglementaires. Et puis après, il y a d'autres assurances qui peuvent venir aussi en complément de ça. C'est par exemple l'assurance fraude. Tout ce qui est computer crime, c'est-à-dire le hacker qui pénètre, ce qu'on appelle aussi la fraude au président, c'est-à-dire qui est la fraude qui, de mon expérience, a touché énormément d'entreprises et est relativement chère, c'est-à-dire qu'on se fait passer pour le CEO avec l'ingénierie sociale, etc. Et puis enfin, la dernière assurance par rapport au transfert de risque pour le risque cyber, c'est naturellement l'assurance des dirigeants. On en parle, mais c'est vrai qu'avec la future loi sur la protection des données qui rentrera en 2022, les dirigeants et les responsables des données ont des charges supplémentaires au niveau de la responsabilité et de la confidentialité qu'ils n'en avaient par le passé. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, tout à fait. Si. Non, ce qui était intéressant également, c'est de bien comprendre aussi l'impact que ça peut avoir, par exemple, en matière de ransomware, où les assurances vont, dans certains cas, payer ou aider
paiement de la rançon. Alors, avec toute cette complexité qu'on voit maintenant, où par exemple le département du Trésor américain réfléchit à la manière de poursuivre les entreprises qui paieraient la demande de rançon, les considérant comme inconsciemment complices de crimes organisés, hein, puisque la rançon rentre dans les recettes du crime organisé, mais aussi de terroristes, hein, parce que certains terroristes utilisent ce type d'action pour enflouer leur caisse. C'est assez complexe. Et après, donc, il ne faut pas oublier les recommandations qui sont faites aux entreprises. Hein. Le fait d'être assuré, c'est aussi s'engager dans une voie de responsabilité différente, puisque j'ai eu le cas dans quelques-unes des missions que j'ai pu faire ces dernières années. Les assureurs demandent ensuite, après, une mise à niveau très stricte, hein, et vérifient donc la mise à niveau très stricte des conditions de sécurité de l'entreprise. Voilà, donc il faut bien comprendre pour ceux qui iraient vers la cyberassurance, et ce qui est très bien, que c'est pas la liberté après de limiter ses responsabilités internes. C'est quelque chose qui doit en parallèle conduire à une montée en puissance des conditions de cybersécurité de l'entreprise. Oui, tout à fait. Je ne sais pas si, Romain, vous avez d'autres questions pour nous? Oui, merci beaucoup, Hugues. Oui, effectivement, il y a quelques questions qui sont arrivées, donc j'ai essayé de les organiser un petit peu. Peut-être une question à l'attention de vous, Christian Agroum. Précisez la notion d'hygiène informatique. Qu'est-ce que vous entendez par hygiène informatique dans votre présentation? Oui, je suis désolé, j'ai introduit le concept et j'ai oublié de le définir. L'hygiène informatique, c'est un ensemble de mesures, c'est 12 à 15 mesures simples de sensibilisation des collaborateurs, hein, et de l'ensemble du personnel, et même des citoyens de manière générale. On peut commencer dès le plus jeune âge, relative à ce qui permet d'assurer une cybersécurité de base. Donc, ce sont les bases, c'est le b.a.-ba de la cybersécurité. Comment est-ce que je gère mes mots de passe, comment est-ce que je transporte mon matériel, comment est-ce que je vérifie si j'ai accès ou non à un site Wi-Fi sécurisé, etc., etc. Voilà. Donc, ça fait partie des sensibilisations qu'on préconise pour les entreprises. On trouve énormément d'informations sur l'hygiène informatique sur tous les sites gouvernementaux. Et dans les boîtes, il faut passer par une sensibilisation physique ou en remote qui aide à une meilleure compréhension. Très bien, merci beaucoup. Peut-être une question pour vous, Hugues Maillard. On nous demande, est-ce qu'il existe aujourd'hui des produits structurés en cybersécurité, des cyberassurances finalement? Que contiennent-ils et quelles sont les compagnies qui peuvent proposer ce type de produit? Oui, alors ça s'est beaucoup démocratisé, hein. À la base, c'était plutôt des sociétés de type nord-américaine, mais actuellement, on a bon nombre de sociétés suisses comme la Mobilière ou la Baloise et AXA qui proposent leurs produits. Donc, si vous voulez, comme je l'ai expliqué, il y a 4 piliers. Le premier, c'est les frais de gestion de la crise. Donc, c'est à la mise ou d'experts à disponibilité, ou alors c'est vous qui choisissez vos propres experts en avance. Il y a les deux choix. Le dommage propre, le dommage au tiers, c'est-à-dire toutes les réclamations qui pourraient être liées par rapport à une publication Internet ou des tiers à qui vous auriez communiqué un virus ou dont les données auraient été divulguées. Puis après ça, il y a la partie extorsion et chantage, dont M. Agroum a parlé tout à l'heure, qui est assez délicate, effectivement. Alors, certaines compagnies prennent en charge la rançon, d'autres pas. Et puis après, il y a la partie fraude qui est prise en charge selon le cas, soit par la cyberassurance, soit par l'assurance fraude, et qui couvre effectivement le computer crime, c'est-à-dire la personne qui rentre dans le système informatique et déclencherait des systèmes de paiement, et puis la fraude au président dont j'ai discuté tout à l'heure. Voilà. Juste pour vous donner peut-être une indication de ce qu'on parle, hein. Mais pour une entreprise, j'ai envie de dire, qui n'est pas à risque, hein, c'est-à-dire qui ne fait pas plus de 5% du chiffre d'affaires sur le commerce online,
mais voilà, pour un chiffre d'affaires de 5 millions, pour une couverture de 1 million, on est à environ 3 000 francs de prime. 15 millions, on serait vers 5 000 francs. Et 25 millions à 6 000 francs. Donc, pour une couverture primes annuelles. standard. Des primes annuelles. Ouais. Oui, ça reste relativement abordable, finalement. Ça reste relativement abordable, même si je dois dire que les tarifs que je vous donne sont ceux de cette année. Et je présume qu'ils vont augmenter dans le futur. Parce qu'effectivement, et puis ça, c'est important de se rendre compte, c'est que on a parlé tout à l'heure, M. Agroum l'a mentionné, d'une augmentation des cyber-attaques. Hein, et j'ai lu un article récemment de Allianz Global qui disait qu'à peu près, dans les 9 premiers mois, ils avaient déjà connu à peu près 85% de leurs sinistres par rapport à l'année d'avant. Mais surtout, ce qui est important, c'est le temps entre l'intrusion et le sinistre ou la détection de l'intrusion. Et ça, c'est quelque chose qui dure. Monsieur Agroum, vous êtes peut-être mieux que moi. Moi, j'ai en tout cas 6 mois en tête, mais ça peut être beaucoup plus long. Hein. Donc, à RUAG, qui est quand même une société de sécurité en Suisse, je crois qu'on était presque à 1 année et demie. Donc, c'est vrai qu'entre l'intrusion et la découverte de la faille, il se passe un laps de temps qui est en tout cas supérieur à 6 mois en règle générale. Monsieur Agroum, je crois que vous aviez dit dans votre présentation que même souvent les entreprises ne s'en rendaient pas compte, donc ça va dans le sens de ce que dit effectivement Monsieur Maillard. Oui, tout à fait. Il faut bien remettre en perspective les cyberattaques. Il y a plusieurs types de cyberattaques. Il y a des cyberattaques qui sont frontales, qui sont directes, dont on se rend compte immédiatement de l'effet. Par exemple, lorsqu'on se retrouve pris dans un ransomware, l'effet est immédiat, quoi. Tout est bloqué, on ne peut pas activer. Et puis après, il y a des attaques qui sont beaucoup plus sournoises, beaucoup plus discrètes. On voit par exemple des attaques à travers ce qu'on appelle des APT, Advanced Persistent Threats, pour lesquels il faut au minimum 180-200 jours de détection entre le moment où c'est pénétré et le moment où on se rend compte. Et puis il y a des attaques qui sont des attaques qui relèvent de l'espionnage industriel, c'est-à-dire qu'on fait pénétrer à l'intérieur d'un système d'information un malware, quel qu'il soit, et dont, c'est l'exemple que citait Maillard tout à l'heure, dont on se rendra compte peut-être jamais, ou peut-être 1 an ou 2 ans après, parce qu'en fait, on est venu dans un système qui est insécurisé ou insuffisamment sécurisé, ou qui n'est pas à même de détecter une attaque très très nouvelle ou particulièrement sensible. Mais là, on a vraiment affaire à des attaques ciblées sur des entreprises de très haut niveau, hein, souvent, et qui a pour vocation donc, de récupérer de l'information à vocation d'espionnage industriel. Donc on peut très bien vivre sans s'en rendre compte, c'est ce qui est terrible. Mais ça rejoint ce qu'on connaît dans la vie normale, hein. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil à travers ce genre de cyberattaque. Dès lors qu'on a un espion dans une entreprise et que cet espion récupère des données, on peut ne jamais s'en rendre compte non plus. Voilà. C'est terrible, mais c'est une réalité. Voilà. Alors, ça n'empêche pas de... comment dire, ça renvoie la question au télétravail, justement. Est-ce que le télétravail représente un risque supérieur en termes de cyberattaque? Ce n'est pas le télétravail qui représente un risque supérieur en termes de cyberattaque, ce n'est pas le fait de télétravailler, c'est le fait d'utiliser des outils qui jusqu'à présent n'étaient pas destinés à un usage distant, sans les sécuriser à cet effet, qui provoque un risque. D'accord? C'est ça qui provoque. Voilà. La menace, elle est la même, elle est toujours la même, mais le risque va être augmenté parce que les comportements des utilisateurs, des collaborateurs ne sont pas conformes à cet usage de télétravail, et parce que les outils qui leur sont donnés, ou parce que l'ensemble du dispositif de l'entreprise n'est pas adapté au télétravail. C'est ça qu'il faut comprendre. Il ne faut pas rejeter sur le télétravail la faute de la cyber-insécurité. Il faut être très clair là-dessus. Voilà. Justement, on nous pose la question, est-ce que un individu qui aurait failli en étant en télétravail et donc qui aurait eu des failles de sécurité du fait qu'il soit en télétravail, est-ce que l'entreprise finalement pourrait se retourner contre le collaborateur en disant que la sécurité n'était pas suffisante et que c'est pour ça que
qu'il y a eu des dommages qui ont été causés? Alors, c'est un sujet qui a été abordé en partie déjà par nous, dans l'espace juridique de ce cycle. D'expérience, je vais apporter la réponse suivante. L'entreprise se retournera contre un collaborateur à la seule condition, un, qu'elle lui ait donné des moyens pour pouvoir assurer cette cybersécurité, deux, qu'elle l'ait formé. D'accord? Sans moyens, sans formation, il est difficile ensuite à l'entreprise de se retourner contre son propre collaborateur et d'inverser la charge de la preuve. Voilà. C'est ça la difficulté. Donc, tout l'intérêt de l'entreprise, c'est justement de respecter ce niveau de cybersécurité qui doit être celui du matériel dont elle dispose, qu'elle emploie, qu'elle met à disposition de ses collaborateurs, d'une part, et d'autre part, c'est d'apporter ces formations, ces sensibilisations et de bien les tracer de manière à pouvoir s'assurer que le collaborateur auquel elle donne des outils sécurisés sait s'en servir. Très bien. Peut-être une question pour vous, Hugues Maillard. On nous demande le vol des données ou malversations informatiques commises par des employés internes sont-ils couverts par les cyberassurances? Oui, 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 c'est effectivement quelque chose que je n'ai pas mentionné, mais c'est couvert. Hein. Aussi, oui, c'est couvert. Parfait. Alors peut-être une dernière question. On voit que de plus en plus de PME, mais même d'entreprises aussi un peu plus grandes, font le choix du 100% cloud. Ça a été aussi boosté un petit peu par le télétravail, hein, finalement, pour avoir un accès aux données qui soit facilité. Et puis on a des solutions comme Microsoft 365 ou Business Premium qui sont maintenant très, très répandues. Et, finalement, est-ce qu'on peut avoir confiance dans ces solutions en termes de sécurité des données, de sécurité informatique? Alors, en ce qui me concerne, je n'ai pas de réponse toute faite à ce genre de questions, malheureusement. On est, comment dire, la sécurité doit avoir une approche complètement dogmatique, c'est-à-dire que on ne doit pas être inscrit dans la recherche d'une solution proposée par une entreprise. On doit procéder en amont par une approche en analyse de risque. En fonction des risques encourus par l'entreprise, en fonction de son niveau, en fonction de l'état actuel de ses compétences, de son savoir-faire et de ses équipements techniques, on peut aller vers une solution 100% cloud ou non. Voilà. Mais il n'y a pas de réponse globale, il n'y a pas de réponse. La réponse que je donnerais ne peut pas être cohérente si elle concerne une entreprise de 15 personnes versus une entreprise de 150 000 personnes avec des responsabilités dans le monde de la défense, par exemple. Bon. Donc, voilà, je n'ai pas de réponse toute faite, malheureusement, à ce type de questions. Chaque cas est spécifique. Chaque cas est spécifique. Les solutions cloud ont, là, j'en conviens tout à fait, ont particulièrement accru leurs compétences en cybersécurité, d'accord? Mais ça ne suffit pas dans certains cas. Il faut aller chercher des solutions hybrides qui permettent à la fois de combiner celles proposées par l'éditeur de logiciels et celles proposées par d'autres éditeurs qui permettront donc de caler les. Allez, on va dire je rajouterais aussi peut-être quelque chose juste pour l'information. C'est vrai que ces solutions cloud, elles sont très modernes, elles sont très bien faites, ils ont des conditions de sécurité qui sont meilleures que les vôtres. Par contre, il est quand même intéressant toujours pour vous en tant qu'entrepreneur de lire les SLA, les Service Level Agreement, parce que c'est vrai que la plupart du temps, au niveau de la responsabilité, elle se décharge sur vous, c'est-à-dire l'utilisateur et l'acheteur. Donc, très souvent, c'est encore le cas. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que la responsabilité et le choix de la solution, finalement, ce n'est pas le prestataire informatique qui va mettre à disposition une technologie, mais rien de plus. Et donc, vous, en tant que manager, vous devez quand même, comme l'a dit M. Agroum, et j'insiste là-dessus, savoir là et où s'arrête la responsabilité de votre prestataire IT. Donc, voilà. Si on n'a pas bien lu les interlignes, a priori, on peut avoir des mauvaises surprises. Donc,
Votre conseil, c'est d'être bien conscient de la responsabilité qu'on garde. Ce n'est pas une mauvaise surprise, c'est simplement qu'en général, c'est à nous, utilisateurs, et c'est compréhensible. Je veux dire, c'est comme quand vous emménagez dans une maison, ce n'est pas le propriétaire qui va vous assurer qu'il n'y aura jamais de vol ou jamais d'incendie. Enfin, il va prendre ses dispositions pour qu'il n'y en ait pas. Après, si vous voulez assurer enfin, c'est à vous de savoir quelle est Bien sûr. votre couverture ou vos assets et vos données, et leurs valeurs, etc. C'est d'autant plus important que ça rejoint donc la notion que j'évoquais tout à l'heure de transversalité des problématiques de sécurité. D'accord? Là, par exemple, dans les contrats qu'une entreprise peut avoir avec un éditeur de logiciels, il ne faut pas se contenter de lire les SLF, il ne faut pas se contenter de lire les plans d'action sécurité, il faut y participer. Donc l'entreprise va participer, va co-rédiger avec le département juridique, la sécurité, une relecture ensemble, etc., etc. Donc on voit bien qu'on est dans des domaines dans lesquels on doit là, faire travailler son assureur, son directeur sécurité, son responsable RH, etc., etc., son légal, ensemble autour d'une même problématique. Pas de réflexion en silo, pas de travail en silo. On est vraiment dans un travail commun et coopératif. C'est le seul qui permette d'augmenter les niveaux de cybersécurité. Merci beaucoup. Alors peut-être une toute dernière question qui vient. Comment sensibiliser ou former ses collaborateurs au risque cyber? Est-ce que vous avez des bonnes pratiques ou bien des cabinets, des prestataires avec lesquels vous travaillez qui sont en capacité justement de sensibiliser, de former les collaborateurs? Parce qu'on voit bien que c'est un maillon essentiel de la chaîne et qu'on a beau développer toutes les technologies et implémenter toutes les technologies qu'on souhaite, ça reste quand même un maillon essentiel. Ben écoutez, je dirais que la réponse, elle est dans Télétravail Durable, quoi. Vous allez trouver chez Télétravail Durable toutes les réponses à ce type de questions. Il y a plusieurs manières de procéder aux sensibilisations. Elles peuvent se faire, les entreprises existent, hein. Je ne pense pas, à part Télétravail, être là pour en citer une autre, mais on est dans une logique dans laquelle on peut combiner à la fois le présentiel, le travail distant. Maintenant, on arrive à faire de très bonnes sensibilisations grâce à des outils distants. Il n'y a pas de difficulté. Ce qu'il faut, c'est pas oublier une chose, c'est que ces sensibilisations doivent être répétitives. Elles ne doivent pas marteler le collaborateur, mais elles doivent être répétitives en ce sens qu'on doit les retrouver à travers des bouquets garnis d'une sensibilisation, des affiches, des petits goodies, des choses comme ça, parce qu'elle ne fonctionne qu'à travers une voie de répétition. C'est une chose. Et qu'ensuite, il ne faut pas oublier que former les collaborateurs qui pratiquent le télétravail, c'est une bonne chose, mais il faut former l'ensemble de l'entreprise à la cybersécurité. Et ne pas oublier, par exemple, le personnel qui travaille dans des usines qu'on va former. Ils n'ont pas nécessairement d'outils de télétravail, mais on a intérêt à les former parce que la cybersécurité, c'est quelque chose de très global. Hugues, je crois que vous vouliez rajouter. Oui, je voulais juste dire, moi, il y a une méthode que je trouve très parlante, c'est les tests d'intrusion, hein. Donc, on emploie une société. Nous, on l'a fait chez nous, on le fait régulièrement. Et juste pour dire, c'était il y a 2 ans, c'était une annonce sur une promotion d'un iPhone pour Noël, etc. Et c'est très intéressant parce que, bon, personnellement, je n'avais pas le temps, je n'ai pas cliqué, je ne me suis pas intéressé. Mais c'est vrai que je crois qu'il y a plus ou moins en statistique 11 personnes qui vont cliquer, 11% plutôt, qui vont cliquer sur le lien. C'était les statistiques. Et puis, ce lien, il demande de rentrer vos mots de passe, etc. Et là, il y aura toujours 1 ou 2 moutons noirs qui vont le faire, en principe. C'est pas un test d'intrusion, ça. Hein. C'est un test de phishing. Hein. C'est pas tout à fait la même chose. Mais ça procède de la même, ça procède de la même logique. Ça procède de la même logique, en effet. C'est une très bonne chose, les tests que vous venez de décrire, Hugues. Ce sont des tests de phishing. Ça procède dans une logique de test d'intrusion. Donc, c'est une intrusion beaucoup plus douce. On va sur le poste du collaborateur, on se fait passer pour
pour un mail de phishing et on voit la manière dont il réagit. On analyse le tout sans fingerprinting naturellement et on peut après l'aider, comme vous venez de le dire, à comprendre combien ces phishing sont des éléments, ces outils de phishing, ces spams sont des outils qui peuvent importer de la cyber-insécurité au sein même de l'entreprise. Et puis naturellement, mais là on n'est plus dans la sensibilisation, on a tout le cycle après de cybersécurité avec des inventaires, des audits, des tests de pénétration, des tests d'intrusion, c'est la même chose, etc. Mais là, on n'est plus dans la sensibilisation, on est dans l'organisation globale de la sécurité de l'entreprise. Et peut-être juste une question, Hugues, pour ma culture personnelle. Vous êtes adressé à une société qui est spécialisée dans ce type de prestations. Donc, la direction générale d'IBC a dit nous, on mandate telle entreprise pour venir faire un test d'intrusion ou de phishing chez nous. Oui, il faut quand même une collaboration de l'informatique, parce que sinon, ce serait trop facilement détecté. Enfin, normalement. Mais oui, on a des prestataires qui font ça, oui, tout à fait. La société Cizel notamment, mais d'autres, c'est pas. Il y a beaucoup de sociétés d'informatique qui proposent ces tests. Ces prestations. Écoutez, merci beaucoup Christian Agroux, merci beaucoup Hugues Meyer pour vos éclairages, pour votre présence ce matin avec nous. C'était vraiment, vraiment apprécié. On aura la dernière session du cycle télétravail en collaboration avec le cabinet Télétravail Durable qui sera jeudi prochain, le 17, sur la thématique espace de travail et sobriété numérique. C'est aussi une thématique d'actualité avec l'intervention notamment de Ludivine Mito, qui est la directrice du cabinet Tetris spécialisé dans l'aménagement, qui sera avec nous comme témoin aussi la semaine prochaine. Et puis, vous voyez ici les dates qui déroulent jusqu'à la fin de l'année. Après, on prendra une petite pause bien méritée avant de vous retrouver en janvier avec de nouveaux événements digitaux et on l'espère assez rapidement des nouveaux événements aussi en présentiel. C'est prévu chez nous dans l'agenda à partir de début février. On espère que les conditions sanitaires le permettront. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une excellente journée. Encore merci à vous, Hugues. Merci, Christian. Et à bientôt. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir.